Alors, je pense que vous devez cette fois-ci nous voir et nous entendre. Alors, hop, voilà. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, il est 11 heures, donc on va démarrer ce webinaire. Donc, déjà, je suis enchantée, Amandine et moi, on est enchantés de vous accueillir pour ce webinaire sur les questions qui tuent. Donc, les questions à poser en entretien. Donc, il est 11 heures, on va démarrer. Et voilà, ce webinaire va durer plus ou moins 1 heure. Amandine et moi, on va aborder différents sujets. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'à chaque étape, on fera des petites pauses pour que vous puissiez nous poser des questions par écrit. Et écoutez, Amandine et moi, on essaiera d'y répondre au mieux. Donc voilà, donc je pense que je vais donc partager mon écran. Hop, voilà. Donc, les questions qui tuent. Alors, avant de démarrer, on voulait quand même, Amandine et moi, se présenter. Avant de se présenter individuellement, on voulait vous présenter le groupe FED, parce qu'Amandine et moi, on travaille pour le groupe FED. Donc, pour en savoir plus, eh bien, le groupe FED, on a un site internet, on a aussi une page sur Welcome to the Jungle. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez évidemment aller voir le site. Maintenant, en quelques mots, le groupe FED, on a un cabinet de recrutement. On a en fait 12 cabinets de recrutement spécialisés dans différents domaines. Et donc, en tant que cabinet de recrutement, eh bien, notre métier est de faire le lien entre les candidats qui recherchent des postes et nos clients, les entreprises qui recherchent des candidats. Et aujourd'hui, on est présent sur toute la France, mais aussi au Canada, en Côte d'Ivoire, en Espagne, en Suisse, et voilà, sur les grandes villes françaises. Donc, Amandine et moi, on travaille effectivement pour FED. Et Amandine, je vais te laisser te présenter et te laisser la main et je me présenterai après si tu veux. Merci Julie. Déjà, bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je suis chargée de développement RH au sein du groupe FED. Donc, je travaille avec Julie, j'ai cette chance au quotidien, principalement sur du coup, la formation et aussi sur le recrutement. Moi, aujourd'hui, je recrute les consultants en recrutement sur toutes les marques et pour la France entière. Voilà, je vais laisser Julie du coup se présenter. Voilà, donc effectivement, moi, je suis Julie Bertoni, donc je suis la responsable du développement RH. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans le recrutement. J'ai d'abord recruté comme consultante en recrutement sur les métiers comptables et financiers. Et aujourd'hui, je recrute pour le groupe FED. Donc, l'objectif durant ce webinaire, c'est qu'on puisse, Amandine et moi, vous faire part de notre retour d'expérience, de comment nous aussi, comment on accompagne nos candidats dans leurs entretiens et particulièrement dans les questions à poser. Parfait, je vois que Pascal nous dit qu'il nous voit bien, donc je remercie Pascal. Donc voilà, donc les questions à poser en entretien. L'idée de ce webinaire, c'est de vous donner des astuces pour vous différencier lors des entretiens et pour poser, je dirais, des questions percutantes, c'est mieux, et qui feront peut-être la différence avec d'autres candidats. Pourquoi c'est important les questions, on va le voir. Ce qu'il faut savoir en entretien, quand vous passez des entretiens d'embauche, lorsque vous passez 2, 3, 4 entretiens, c'est que souvent, votre savoir-faire, les compétences, je dirais, techniques, ont été validées. Souvent, ce qui fait la différence entre 2 candidats ou 3 candidats, quand vous avez atteint déjà 2, 3, 4 entretiens, eh bien souvent, la différence, elle se fait plutôt sur le savoir-être et plutôt effectivement sur l'entretien. Et les questions sont une manière de vous différencier et de mettre en valeur votre savoir-être. Donc, ce qu'on va voir ensemble pendant ce webinaire, c'est déjà pourquoi la question, elle est importante. Et ensuite, on va se focaliser sur les 2 grandes familles de questions. Moi, je vous expliquerai un petit peu comment poser des questions pertinentes liées à l'entreprise, le groupe. Et avec Amandine, on verra plutôt comment poser des questions pertinentes sur le poste. Donc, on va démarrer tout de suite sur la force de la question. Pourquoi la question, elle est tant importante? D'ailleurs, c'est souvent, quand vous avez des recruteurs qui vous demandent si vous avez des questions, parfois, c'est un moment de l'entretien où on n'est pas forcément à l'aise si on ne l'a pas préparé.
La question, elle est importante. Pourquoi? Parce que si on prend le cas de la vente et du commercial, on sait qu'en rendez-vous de vente, en discours commercial, on sait qu'un commercial qui pose une bonne question, il aura plus de poids qu'un commercial qui donne 3 bons arguments. C'est exactement la même chose en entretien. Un candidat qui va poser 1 ou 2 bonnes questions sera plus de poids que s'il donne 3 qualités. Je donne un exemple. Plutôt que de dire « je suis motivé pour le poste », vous aurez beaucoup plus de poids si vous posez des questions sur l'entreprise ou le poste qui montrent que vous êtes motivé. Deuxième exemple, imaginons, je ne sais pas, quel que soit votre poste, vous aimez, vous êtes plutôt doué en gestion de projet. Eh bien, plutôt que de dire « j'aime le projet et je suis doué en projet », posez des questions qui montrent que le projet vous intéresse. Voilà. Donc, une question vaut 3 qualités. Ensuite, c'est une manière aussi de se démarquer et de se vendre en entretien. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'un entretien d'embauche, c'est un échange. L'objectif, c'est qu'effectivement, le candidat se vende au mieux, mais il faut aussi que le candidat ait les bonnes informations sur le poste et le groupe. Donc, poser des bonnes questions va aussi vous permettre de bien découvrir le poste et le groupe et donc, je dirais, d'avoir une visu la plus juste du poste et que vous réussissiez à vous projeter ou non. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'accepter un poste et quand on arrive, ça ne correspond pas du tout à ce à quoi on s'était imaginé. Donc, poser les bonnes questions permet aussi de valider que le poste est fait pour nous. Donc, ça, c'est important. Ensuite, on verra quand est-ce qu'on a des moments pour poser les questions. Eh bien, les questions, on les pose au moment où on parle de l'entreprise et au moment où on parle du poste. Il y a toujours un moment dans l'entretien, le recruteur va vous parler de l'entreprise, le recruteur va vous parler du poste et à ces moments-là, on pose les questions. Quand on parle de l'entreprise, on va poser les questions sur l'entreprise. Quand on parle du poste, on va poser les questions sur le poste. Voilà. Alors, moi, je vais aborder avec vous plutôt les questions sur l'entreprise. Alors, comment aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'en commentaire, pour ceux qui le souhaitent, que vous puissiez nous noter comment aujourd'hui, quand vous préparez un entretien, comment vous vous renseignez sur la société, sur quel site vous allez, qu'est-ce que vous faites. Si on peut prendre 1 minute pour que vous nous donniez ces informations en commentaire, voilà, ça nous intéresse. Alors, voilà, Eric nous répond, LinkedIn est le site internet de l'entreprise. Tout à fait, c'est des très bons moyens pour avoir de l'information. Est-ce que vous en avez peut-être d'autres? Les réseaux écoles. Oui, le réseau école aussi, c'est une très bonne chose, effectivement. Donc, il y a le site internet de l'entreprise, LinkedIn, Glassdoor. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, quand on prépare un entretien, on va souvent sur le site internet de l'entreprise et sur LinkedIn. Exactement. Par contre, souvent, ce qu'on ne fait pas bien, c'est qu'on va, par exemple, sur le site institutionnel de l'entreprise, donc c'est bien d'y aller, hein. Souvent, on prend des notes et on s'arrête là. En fait, quand vous préparez un entretien, vous devez effectivement, je vais vous montrer les différents sites sur lesquels vous devez aller. Vous devez aller, par exemple, sur les sites institutionnels, on va regarder ça ensemble. Mais vous devez surtout avoir déjà des questions à poser au recruteur avant même de l'avoir rencontré. C'est-à-dire que souvent, les candidats vont sur les sites, prennent des notes et quand ils sont en entretien, répètent un petit peu ce qu'ils ont vu sur les sites. Alors, c'est bien, mais pour aller plus loin, il faut que quand vous alliez sur le site, vous ayez directement des questions. Un exemple. La première chose à faire est d'aller effectivement sur les sites institutionnels. Par exemple, alors on a pris l'exemple du groupe FED. Imaginons demain, vous avez rendez-vous chez nous, chez FED. La première chose à faire est d'aller sur le site institutionnel. Donc, nous avons un site, alors avec différents onglets comme souvent. Alors, vous allez me dire peut-être parfois certaines entreprises n'ont pas de site internet. Ça peut arriver. Elles ont peut-être un LinkedIn, elles ont peut-être autre chose, on verra. Il y a toujours un moyen de trouver des informations. Donc déjà, sur le site internet. Donc sur le site internet, il y a toujours différentes informations.
Par exemple, souvent on retrouve un aspect conviction, valeur, etc. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on prend des notes. Voilà, par exemple, il est noté sur la qualité. Voilà. En 2018, 98% des clients étaient satisfaits de la qualité des services. Nous croyons qu'il est crucial de toujours faire mieux, etc. Nous proposons à tous nos collaborateurs des programmes de formation nombreux et sur mesure. Nous mettons à leur disposition les meilleurs outils. Bon. Et je peux faire ça pour toutes les convictions. Eh bien, à chaque fois, il faut que vous vous posiez effectivement, il faut qu'on ait des questions à poser sur ces sujets-là. C'est-à-dire, par exemple, on voit ici que, donc chez nous, chez FED, quand on parle de qualité, on parle de programmes de formation, on parle d'outils, mais on n'en dit pas plus. Déjà là, vous pouvez vous dire, il y a des questions intéressantes à poser. Si demain, je rencontre la RH de FED, bon, bah, c'est Amandine ou moi, eh bien, qu'est-ce que je peux lui demander si elle me demande si j'ai des questions sur l'entreprise? Plutôt que de lui dire, j'étais sur votre site, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, bon, ce qui est déjà bien, hein, mais de dire, j'étais sur votre site, j'ai vu que la qualité est un engagement, j'ai vu que vous mettiez en place des programmes de formation et des outils, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Quel type d'outils vous avez pour améliorer la qualité? Là, vous marquez des points. Pourquoi? Parce que, un, vous montrez que vous êtes allé sur le site, et de deux, vous posez des questions. Ça montre que ça vous intéresse. Inutile après de dire que vous êtes motivé, ça se sent. Et ça marche pour tout. Ça marche pour d'autres convictions. Et sur tous les sites en général, enfin pour les entreprises qui ont des sites, vous avez souvent un onglet carrière avec la stratégie, l'évolution, etc. Donc, notez les questions eh bien, qui peuvent s'en dégager. Alors, vous allez me dire, on ne va pas poser des questions sur tout. Non, on ne va pas poser des questions sur tout. Une bonne question, ça c'est important, j'aurais dû le dire dès le départ. Une bonne question, c'est une question dont la réponse, elle vous intéresse. C'est-à-dire qu'effectivement, si les programmes de formation, ça vous est égal, bon, inutile de poser des questions dessus. Posez plutôt des questions, soit sur des sujets liés à votre métier. Si vous êtes dans la finance, on va poser des questions sur la finance, dans la RH sur les RH, dans l'ingénierie sur l'ingénierie. Bon, je ne vais pas faire tous les métiers, je pense que vous m'avez compris. Et puis, donc des questions liées à votre métier, et puis des questions voilà, qui vous intéressent. Si c'est sur les convictions, si c'est sur la formation, etc. Donc, il ne s'agit pas simplement d'aller lire le site, il faut en dégager des questions. Voilà. Vous dites que on donne tous les moyens nécessaires pour que les gens s'engagent. OK, donnez-moi une très bonne question à poser. Quels sont, par exemple, les moyens que vous mettez à disposition de vos collaborateurs? Donc, c'est toujours pareil. Vous montrez que vous êtes allé sur le site, mais vous posez des questions. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il y a les sites institutionnels, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier aussi les sites spécialisés. Qu'est-ce que c'est qu'un site spécialisé? Ça peut être un site de notation comme Glassdoor, etc. Mais ça peut être aussi un site, par exemple, comme Welcome to the Jungle. Alors, je ne suis pas sponsorisée par Welcome to the Jungle. On est sur Welcome, mais nous payons. Ce n'est pas eux qui nous payent. Pourquoi je parle de Welcome? Parce que sur Welcome, vous allez avoir parfois des infos qui sont différentes du site institutionnel. Bon, déjà, vous allez avoir des photos. Voilà, bon, au moins, ça peut vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur l'entreprise. Et surtout, sur Welcome, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir des vidéos, souvent, des témoignages. Et souvent, vous avez des témoignages. En général, vous trouvez toujours un ou deux témoignages de la direction ou des ressources humaines. Et selon les entreprises, quand c'est dans une entreprise d'ingénierie, vous allez avoir des témoignages plutôt d'ingénieurs. Après, ça dépend du secteur d'activité. Mais là, c'est intéressant aussi d'aller voir les vidéos et de ressortir avec des questions. Par exemple, si tout à l'heure, vous allez voir les vidéos, vous verrez qu'Alexia dit qu'il a sur le poste de consultant en recrutement, donc chez FED, c'est que le métier est double. Il y a une partie commerciale et une partie recrutement. Eh bien, si demain, vous avez rendez-vous chez nous, plutôt que de dire « j'ai été voir le site de Welcome, les vidéos étaient très bien », c'est très bien de faire ça, mais de dire « eh bien, j'ai vu un témoignage qui disait que le poste intéressait la consultante parce qu'il était double. Maintenant, je voulais savoir comment s'organise, voilà, est-ce qu'il y a une partie qui est plus forte que l'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, les consultants font plus de commercial que de recrutement? Comment ça s'organise, etc. C'est toujours pareil. Vous montrez que vous êtes allé voir le site, mais vous en ressortez avec des questions. Et en plus, sur Welcome, parfois, vous pouvez aussi avoir des informations, pareilles, qui sont soit redondantes, soit un petit peu différentes. Donc, voilà, l'innovation, par exemple, on voit sur Welcome que l'innovation est au cœur de la stratégie. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire en soi?
Sur Internet, on ne trouve pas toutes les infos. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en entretien, vous puissiez dire, oui, j'ai été voir votre site et le site Welcome to the Jungle. J'ai vu que l'innovation était au cœur de la stratégie. Eh bien, concrètement, comment vous innovez? Qu'est-ce que vous faites? Donc, aujourd'hui, rien qu'en allant sur les sites institutionnels et sur les sites spécialisés, vous pouvez avoir facilement une dizaine de questions. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas de poser les 10 questions en entretien, mais c'est d'arriver en entretien avec la dizaine de questions qui vous intéressent et en entretien, vous sélectionnerez la question qui vous semble la plus pertinente au moment de l'entretien et vis-à-vis de l'échange. Et puis, de toute façon, si vous avez 1, 2, 3 entretiens, les questions que vous avez préparées eh bien, vous serviront de toute façon pour les autres entretiens. Alors, avant de passer à Google, je vais juste regarder parce que vous m'avez posé quelques questions. Oui, donc certains vont sur Infogreffe, certains vont sur Glassdoor. Alors, que faire si l'annonce… Alors, Ibrahim nous demande que faire si l'annonce est anonyme et que l'on passe l'entretien avec un cabinet de recrutement. Ah ben, c'est une bonne question, Ibrahim. Eh bien, lorsque vous allez rencontrer le cabinet de recrutement, je vous encourage à vous renseigner sur le cabinet de la même manière que ce que je suis en train de vous montrer là. De toute façon, si le cabinet, ensuite, va vous dire qui est le client si vous avez un entretien chez lui. Donc, vous aurez le temps de le préparer. Si vous allez en cabinet de recrutement que vous ne connaissez pas l'offre, ce n'est pas grave, renseignez-vous sur le cabinet. Ça fera toujours, quel que soit le cabinet, que ce soit FED ou d'autres cabinets, les consultants sont toujours agréablement surpris quand les candidats se renseignent sur le cabinet. Donc, renseignez-vous sur le cabinet, vous vous renseignez sur l'entreprise par la suite. Voilà. Je vais continuer, je ferai un petit temps de question juste après. Amandine, est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais finalement, je voulais rebondir sur ta réponse, Julie. C'est qu'effectivement, le fait de poser les bonnes questions sur le cabinet, et en fait, en voyant l'intérêt que vous porterez au cabinet, ça pourra aussi rassurer le consultant sur le fait que vous allez faire exactement la même chose lorsque vous rencontrerez le client pour lequel il souhaite vous positionner. Donc, finalement, même si l'entreprise est pour le moment pas encore connue et confidentielle, il va déjà pouvoir voir, et puisque c'est aussi le métier du consultant, de pouvoir vous accompagner ensuite dans vos entretiens. Et donc, du coup, c'est important pour lui de voir quelles sont les bases que vous avez en entretien. Et ça, c'est une des choses qu'on peut constater en se disant, déjà, tout ce qui est entreprise, je sais que la personne pourra aller justement sur le site, poser les bonnes questions. Et ça, c'est une des choses aussi que le consultant pourra vérifier. Et donc, comme le disait Julie, renseignez-vous d'abord sur le cabinet de recrutement et posez des questions pertinentes. Ça pourra rassurer le consultant que vous avez en face aussi. Eh bien, tout à fait. Merci, Amandine. Tu as raison. Donc, on a vu le site institutionnel et je dirais les sites spécialisés. Maintenant, ce sont des infos qui sont institutionnelles, ce sont des infos qui viennent de l'entreprise. C'est l'entreprise qui a décidé de mettre ces infos sous telle forme. Et c'est très important. Maintenant, quelqu'un le disait tout à l'heure, ce qui est très important, c'est d'aller voir aussi d'autres sources d'informations. Par exemple, Google est un outil pas mal pour ça. Eh bien, tout simplement, vous tapez le nom de l'entreprise que vous allez rencontrer. Bon, j'ai mis FED, évidemment, mais bon, vous mettez le nom de l'entreprise que vous allez rencontrer. Soit vous allez effectivement dans tous, et là, vous avez un petit peu tout. Mais c'est vrai que dans Google, vous avez le deuxième onglet qui s'appelle l'actualité, qui est pas mal, parce qu'il reprend l'actualité qui est liée à Groupe FED. Et vous pouvez même aller plus loin, et dans Outils, vous pouvez, toute l'actualité récente, vous pouvez aussi filtrer par rapport à l'ancienneté des informations. On peut mettre, en général, moi je vous conseille de mettre au moins d'un an, d'aller voir quand même les infos un peu récentes. Et ce qui est intéressant avec Google, c'est que vous allez trouver des infos déjà qui ne sont pas institutionnelles forcément, parce que vous allez trouver des infos peut-être de journalistes, etc. Et vous allez surtout trouver des infos qu'il n'y a pas sur les sites institutionnels. Et donc, souvent les candidats vont sur les sites institutionnels, donc c'est très bien, mais déjà, un peu moins de candidats vont aller chercher des infos sur d'autres sites. Donc déjà, là, vous vous différenciez aussi. Et vous voyez, vous avez des articles des Échos, vous avez des articles très différents. Vous voyez, par exemple, Stratégie, il y a un article dans Stratégie, Manager ne fait plus rêver. Vous avez comme ça pas mal d'articles, donc allez-vous aussi à vous de choisir. Alors, quel article choisir? J'ai envie de dire, c'est peut-être sur les thèmes qui vous intéressent. Si vous êtes financier, c'est peut-être d'aller voir les articles plutôt financiers sur des levées de fonds, etc. Si vous êtes RH, c'est plutôt sur des témoignages RH, sur la formation.
Regardez un peu les derniers articles et c'est toujours la même démarche. On regarde l'article et on voit quelles questions on en dégage. Si vous ne dégagez pas de questions de l'article, eh bien, le travail n'est pas abouti. Par exemple, vous voyez, on voit le manager ne fait plus rêver. Donc, il y a un article dans Stratégie. Vraisemblablement, le groupe FED est cité. Bon, alors, on ne va pas lire tout l'article, hein, parce que bon, on n'a pas… Donc, je fais CTRL F, une recherche par mots-clés. Par exemple, je tape groupe FED et je vois qu'effectivement, eh bien, voilà, le groupe FED est cité parce qu'effectivement, eh bien, oui, il y a des consultants aujourd'hui qui ont moins envie de manager par rapport à avant. Et d'ailleurs, vous voyez, c'était une interview pour laquelle j'avais participé. Mais imaginez demain, vous me rencontrez en entretien. Eh bien, vous me dites, tiens, j'ai vu que vous aviez participé à un article dans Stratégie sur le management. Voilà, j'ai vu que vous mettiez en place des actions eh bien, pour accompagner les nouveaux managers. Quels sont le type d'actions que vous mettez en place? Vous gagnez beaucoup de points. Vous montrez aux recruteurs que vous êtes renseigné sur l'actualité de l'entreprise, que vous êtes allé lire l'article. En plus, s'il a cité lui, c'est quand même pas mal. Et vous posez une question. Donc, c'est parfait. Et on peut comme ça, donc là, c'est un article dans Stratégie, mais vous êtes en logistique, vous voyez, il y a Romain De Vries qui est le directeur associé en supply chain et ingénierie qui est interviewé. Vous avez comme ça bien plein d'articles pour lesquels vous pouvez vous inspirer. Et donc, ça vous donne des questions supplémentaires. Donc, je ne dis pas qu'en entretien, il faudra poser toutes les questions. Mais vous aurez en tout cas un panel de questions entre le site institutionnel, le site spécialisé, Google. Vous avez là au moins 10, 15 questions à poser. Ensuite, tout à l'heure, certains d'entre vous parlaient de LinkedIn. LinkedIn, c'est effectivement un outil très intéressant. Alors, si tant est que l'entreprise a un compte LinkedIn, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer les 4 outils. Peut-être que vous allez avoir des entreprises qui n'ont pas de site, mais qui ont des infos sur Google. Parfois, vous allez avoir des entreprises qui n'ont pas grand-chose sur leur site, mais qui ont beaucoup de choses sur LinkedIn. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les 4. Alors, la dernière fois que j'ai présenté cette visio, quelqu'un me disait ça prend plus de temps. Alors, il est vrai que ça prend plus de temps de se renseigner de cette manière-là. Mais je pense que vos entretiens en seront d'autant plus efficaces. Moi, ce que j'expliquais à mes candidats, je préfère que vous preniez plus de temps à préparer l'entretien, mais que finalement, vous en passiez 5 pour avoir 2 propositions, plutôt que vous ne les prépariez pas et que vous soyez obligé d'en passer 15. Bon, finalement, le temps, il est gagné par après. Et c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps. Le LinkedIn de la société, comme je le disais, c'est intéressant parce que ce sont des infos institutionnelles de la société, mais ce sont des infos récentes. Et que les sites Internet des sociétés ne sont pas mis à jour tous les jours. Donc, c'est dommage d'aller en entretien et de louper une grosse info. Par exemple, si vous allez sur le site du groupe FED, alors, c'est intéressant pour plusieurs sujets LinkedIn. Si vous allez sur le site LinkedIn du groupe FED, eh bien, vous allez voir ici le nombre de personnes que vous connaissez sur LinkedIn qui travaillent dans la société. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, par hasard, vous pouvez avoir 1 ou 2 anciens collègues, amis, contacts qui travaillent dans la société alors que vous ne le saviez pas. Et ça, des fois, ça peut vous aider. Soit la personne que vous connaissez va vous donner des petits tips pour l'entretien, soit carrément, elle peut vous recommander auprès de la personne bien chez qui vous allez passer un entretien. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez avoir l'actualité. Et ça, eh bien, là, il y a vraiment plein d'infos intéressantes. Par exemple, là, il y avait l'info sur notre webinaire. Imaginons que eh bien, vous allez en entretien chez Groupe FED. Vous n'avez pas fait le webinaire, mais voilà, c'est pas grave. Mais vous voyez cette info-là, vous rencontrez Amandine ou moi, vous dites, tiens, j'ai vu sur LinkedIn que vous aviez fait un webinaire le 25 juin. Est-ce que vous faites souvent ce type d'action? Est-ce que vous proposez d'autres actions de ce type? Eh bien, c'est intéressant en fait. On se dit tout de suite, eh bien, la personne s'intéresse à nous et puis elle a été voir notre LinkedIn et en plus, ça l'intéresse, elle pose des questions. Et alors, ça marche pour tout. Alors, je n'ai pas fait exprès à Amandine, mais il se trouve que, on a même une petite interview. Donc, typiquement, qu'est-ce que tu dis là, Amandine? Elle dit, voilà, intégrer FED, c'est intégrer comme un groupe familial. Là, par exemple, demain, vous rencontrez Amandine, vous pouvez lui dire, tiens, j'ai vu un de vos témoignages, vous disiez que vous aviez l'impression d'intégrer un groupe familial, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne cette sensation d'intégrer un groupe familial? En fait, de chaque chose que vous trouvez sur les sites, il faut en dégager une question. Donc, je ne vais pas faire tous les… En plus, dis donc, on est beaucoup cités là. C'était la semaine d'Amandine et moi, mais voilà, vous voyez que si on déroule,
on va passer à autre chose. Il n'y a pas tout le temps Amandine et moi, bien sûr. Hein. Il y a plein d'autres sujets. Donc, LinkedIn est une source intéressante pour aller, je dirais, trouver des informations qui sont voilà, récentes. Pardon, je regardais s'il y avait des questions. Mais non, pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Pas de nouvelles questions. Merci Amandine. Et enfin, donc, l'idée, c'est d'aller voir le site institutionnel Welcome des sites spécialisés, les informations sur Google, LinkedIn. La cerise sur le gâteau, et vous verrez que ça servira par après pour poser les questions sur le post, Amandine vous expliquera, c'est d'aller voir le LinkedIn de votre interlocuteur. Alors, bien sûr, s'il a un profil LinkedIn. Alors, pourquoi parfois, certains candidats me disent « Je n'ose pas aller sur le site LinkedIn de la personne que je vais rencontrer. » Alors, moi, je comprends qu'on n'ose pas. Par contre, je considère que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que LinkedIn est un réseau professionnel. Si votre recruteur, votre interlocuteur est sur LinkedIn, c'est qu'il a envie d'être sur LinkedIn. D'accord? Ce n'est pas un compte Instagram, ce n'est pas un compte Facebook, ce n'est pas un compte Snapchat. C'est un compte qui est professionnel. Si on met, une fiche sur LinkedIn, eh bien, c'est qu'on veut être contacté ou on accepte d'être vu. Donc, un recruteur ne vous en voudra pas d'être allé voir sa fiche. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vue. Maintenant, il y a toujours des exceptions, mais enfin, voilà. Et pourquoi c'est intéressant d'aller voir le LinkedIn de votre interlocuteur? Bon, alors, je suis désolée, j'ai pris mon exemple, hein, mais… alors, si tant est évidemment que votre interlocuteur ait un LinkedIn, hein, bien sûr, et que ce soit un petit peu agrémenté. Il faut aller voir. Bon, pourquoi c'est intéressant d'aller voir la page LinkedIn? Eh bien, pourquoi? Vous allez avoir, bon là c'est ma page, donc on ne le voit pas, mais pareil, vous allez avoir les contacts en commun. Et vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des contacts en commun qui peuvent vous aider pour l'entretien. Soit en vous recommandant, soit en vous donnant des infos sur la personne que vous allez rencontrer. Deuxièmement, vous allez avoir l'activité de votre interlocuteur. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez voir à la fois les posts que met la personne que vous allez rencontrer, mais aussi ce qu'elle like, ce qu'elle commente, etc. Donc, ça peut orienter les questions que vous allez poser. Si vous voyez que votre interlocutrice ou votre interlocuteur intervient sur certains sujets, vous allez peut-être poser plutôt des questions sur ce sujet-là. Bon, alors là, désolé, on revient sur le webinaire. Par exemple, vous voyez, on avait posté un message parce qu'on avait organisé une collaboration avec une école de commerce. Eh bien, vous pouvez dire, quand vous voyez le recruteur, voilà, j'ai vu sur votre LinkedIn que vous avez fait une collaboration avec l'école de commerce. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Quel est l'objectif? Comment vous vous y prenez? C'est toujours pareil. Quelles questions je pose? Et ça marche pour tous les postes. Là, on parle d'un coaching qu'on a mis en place aussi avec une école. Pourquoi avoir mis en place ce coaching? À quoi ça vous sert? Est-ce que vous faites ça avec d'autres écoles, d'autres structures? Donc, c'est intéressant. Ça permet de cibler en tout cas les questions. Et enfin, le profil de votre interlocuteur, il est intéressant aussi. Pourquoi? Si vous descendez, vous allez avoir l'expérience de votre interlocuteur. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez savoir si votre interlocuteur, il est dans le groupe depuis 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans, s'il a évolué. Et vous allez voir que sur les questions pour le poste, on va pouvoir utiliser ces infos-là pour lui poser des questions et vraiment faire la différence. Vous voyez, si vous voyez ma fiche, eh bien, vous voyez que je suis chez FED depuis 2007. J'étais d'abord consultante et ensuite j'étais responsable RH. Eh bien, il y a plein de questions qu'on peut poser là-dessus. On va le voir ensuite sur les postes. Et enfin, pour finir, vous voyez aussi la formation. Et parfois, ça peut vous faire un point commun avec votre interlocuteur. Vous savez, parfois, le monde, il est tout petit. Hein, et en fait, on se rend compte que on a fait la même école ou tiens, peut-être que moi aussi, j'ai travaillé chez Steph TFE à cette époque-là. On a peut-être des points communs, etc. Donc, les questions sur l'entreprise, elles se préparent. Vous devez arriver en entretien avec les questions à poser. Vous devez avoir des questions que vous avez trouvées sur les sites, sur Google, sur LinkedIn. Quitte à ce que vous en ayez 20 ou 30, ce n'est pas grave. Et en entretien, vous allez poser 1 ou 2 questions, mais qui sera ciblée, que vous aurez préparée et qui sera ciblée par rapport à l'échange. Alors, j'espère que je suis claire sur ce point de vue-là. Je vais regarder si on a des questions. Alors, Jean-Claude nous demande, est-il bienséant de demander une recommandation à quelqu'un avec qui on est en relation sur LinkedIn, même si on ne se connaît pas vraiment? Pardon, Jean-Claude, oui, vous avez raison. On demande plutôt une recommandation quand on connaît bien la personne, bien sûr. C'est si on connaît bien la personne. Moi, ça m'est déjà arrivé.
je rencontre des candidats pour être consultant et j'ai un consultant de chez FED qui vient me voir en me disant j'ai appris que tu rencontrais telle personne, sache que j'étais avec lui à l'école, je le connais très bien, etc. etc. Bah, c'est vrai qu'effectivement, c'est une recommandation, c'est agréable. Et bien sûr, Jean-Claude, tu as raison, enfin, vous avez raison, pardon, il faut le faire avec des contacts qu'on connaît bien, évidemment. Alors, comment vous renseignez-vous sur les candidats? Ah ben, nous, sur les candidats, on a le CV. Après, il y a l'entretien sur les candidats, on peut se renseigner sur le CV ou sur LinkedIn. Moi, c'est vrai que quand j'ai des entretiens, alors je n'y pense pas tout le temps, aller sur LinkedIn, c'est vrai. Mais quand je vois que le candidat que je vais rencontrer a été voir ma fiche, tout de suite, j'ai le réflexe, je vais aller voir sa fiche LinkedIn. Mais voilà, c'est le CV et LinkedIn. Alors, pour le LinkedIn, Alexandra nous demande, pour le LinkedIn de l'interlocuteur, souvent, c'est le premier entretien RH, puis avec le manager. Et après, déjà associé. Voilà. Faut-il regarder tous les profils? Moi, oui, je recommande de regarder tous les profils. Alors, d'y aller par étapes. Est-ce que c'est un traquage? Bon, je ne sais pas si les gens vont se dire entre eux, moi, je vais rarement voir Amandine pour lui dire, tiens, le candidat est venu voir ma fiche, est-ce qu'il est venu voir ta fiche? Bon, ça ne nous arrive jamais. Donc, non, et puis je le répète, hein, c'est un réseau professionnel. Vraiment, c'est un réseau professionnel. Et même quand j'étais consultante, je n'ai jamais un client qui m'a dit avoir été gêné que le candidat aille voir sa fiche. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. Ça démontre l'intérêt, en fait, hein, comme le disait, ça démontre plutôt de l'intérêt. Pareil, je ne vois pas ça comme du traquage de façon personnelle. Quand quelqu'un vient regarder ma fiche et que je vais le rencontrer bientôt, moi, au contraire, je trouve ça plutôt bien. Et je ne considère pas que c'est forcément du traquage, non. En tout cas, de mon avis et de mon ressenti. Voilà. Donc, Olivier nous a dit tout à l'heure, souvent dans les premiers entretiens, nous ne connaissons pas le nom du client. Donc, je le répète, hein, quand vous allez en cabinet de recrutement, si vous ne connaissez pas le nom du client, bah, bien sûr, ça arrive, vous vous renseignez d'abord sur le cabinet. De toute façon, lorsque vous rencontrerez le client, vous aurez forcément le nom du client. On envoie, en tout cas chez FED, on ne propose pas à des candidats d'aller en entretien sans leur dire où ils vont. Enfin, c'est pas possible. Donc, vous renseignez-vous sur la société quand vous avez l'information. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà pour les questions sur l'entreprise. Donc, on prépare les questions. Et je répète, en entretien, on ne pose que 1, 2, 3 questions, hein, pas plus. Si vous n'avez pas posé toutes les questions que vous avez préparées, hein, bien sûr. Hein, ce n'est pas grave. Mais vous choisissez les meilleures. Voilà. Donc, on va passer sur les questions sur le poste et je vais laisser la main à Amandine. Merci Julie. Donc effectivement, comme le disait Julie tout à l'heure, on a finalement 2 grandes étapes pour se préparer à l'entretien. C'est toutes les questions qui vont concerner l'entreprise et également finalement les questions qui vont concerner le poste. Et avant tout ça, pour savoir, et ce que disait tout à l'heure Julie également, un entretien, c'est l'impression du candidat qui doit se vendre auprès de l'entreprise. Et pour bien se vendre en quelque sorte, il faut aussi et surtout bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut pouvoir se poser les questions et se poser les questions à soi-même. Également, comme disait Julie tout à l'heure, une bonne question, c'est une question à laquelle, dont la réponse nous intéresse réellement. Et pour préparer vos entretiens, vous n'avez qu'à le faire une fois pour toutes. Finalement, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et même si ce ne sont que des traits de préférence, hein, vous n'êtes pas obligé d'être forcément et globalement fixé sur chacun de ces aspects. Maintenant, c'est de savoir vers quoi vous tendez le plus. Je vais vous prendre un exemple. Voilà, pour quel poste, quelle mission. Imaginons que vous êtes commercial, vous souhaitez postuler à un poste de commercial. Voilà, qu'est-ce que je préfère moi dans le commerce? Est-ce que c'est plutôt la conquête? Est-ce que je préfère fidéliser? Je préfère élever? Est-ce que je préfère travailler sur du B2B, du B2C? Est-ce que je préfère vendre des produits? Est-ce que je préfère vendre des services? Donc voilà, ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Pour prendre aussi un exemple RH, par exemple, une personne me dit moi, je veux travailler dans les ressources humaines. Très bien, mais qu'est-ce qui vous plaît finalement des ressources humaines? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est la paye? Puis ensuite, on vient encore un peu plus resserrer les taux en se disant moi, je veux travailler dans la paye. Très bien, mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux travailler sur les contrats. Est-ce que j'ai envie de travailler sur des projets? Est-ce que j'ai envie de travailler sur des déclarations? Enfin voilà, il faut que vous sachiez en fait sur chacun des points ce qui vous plaît le plus et ce qui vous plaît le moins pour pouvoir aller sur des tendances, sur des préférences, parce que comme je le disais, finalement aussi
selon l'expérience qu'on peut avoir plus ou moins étendue, si on commence, c'est sûr qu'on a peut-être un petit peu moins envie de se resserrer les taux sur un sujet en particulier, ou au contraire, on est très fixé sur ce qu'on veut. Alors, on n'est pas non plus obligé de fermer des portes. Au contraire, ouvrez le champ des possibles. Mais posez-vous ces questions-là pour au moins avoir des tendances. Parce qu'effectivement, un entretien, c'est un candidat qui souhaite se vendre à une entreprise, mais c'est aussi finalement de savoir si les attentes de l'entreprise peuvent vous correspondre. Donc pour ça, il faut se poser les bonnes questions sur voilà, quel poste, quelle mission, et aussi sur tout ce qui concerne le N+1 par exemple. Alors là encore, on pourrait se dire finalement, est-ce que cette question n'est pas trop difficile? Alors oui, ça peut être une question un petit peu difficile, et encore une fois, je le souligne pour des personnes qui sont pourquoi pas en train de débuter. Maintenant, c'est de se dire pour y répondre, avec N+1, ça s'est mieux passé, et surtout, pourquoi? Parce que par exemple, de dire, répondre aux questions du recruteur, quel type de management ou quel est le manager quelles sont vos attentes finalement en termes de management, de répondre je veux de l'autonomie et de l'écoute, ça peut être un peu bateau, donc il faut éviter les réponses un petit peu bateau. Pourquoi? Parce que finalement un petit peu tout le monde répond ce genre de choses-là, voilà, je veux de l'autonomie et je veux de l'écoute. Concrètement, c'est de se dire, par exemple, je vais prendre l'exemple du management participatif. Pourquoi j'aime le management participatif? Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est que les prises de décision elles soient plutôt collégiales. J'ai besoin de me sentir inclus dans les décisions de mon manager, ou j'ai besoin de me sentir aussi inclus dans la vie de l'entreprise et donc dans la vie de mon équipe. Ou plutôt un management directif, parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un manager qui structure bien mes activités, qui me donne les bonnes instructions. Et puis, ça peut aussi être, j'ai besoin d'objectifs précis, mais dans ces objectifs-là, moi, j'ai besoin d'agir avec de l'autonomie, ou j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse. En fait, vous pouvez vraiment, grâce aux réponses que vous allez vous apporter, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte, vous, ce que vous attendez aussi en termes d'équipe, en termes de management d'équipe, et voir finalement si ce qu'on vous propose en face peut vous correspondre, et un petit peu où vous mettez les pieds. Comme je disais tout à l'heure, ne vous fermez pas de porte. Maintenant, ça vous permet justement de pouvoir tracer un peu quelles sont vos préférences, d'apprendre à mieux vous connaître. C'est à ça que ça sert, de pouvoir savoir ce que vous attendez vous aussi. Parce que c'est ça un job aujourd'hui, c'est de se dire j'ai envie d'y aller. Est-ce que finalement, moi, mes attentes peuvent correspondre? C'est hyper important. Et quelqu'un qui se connaît bien va pouvoir répondre plus facilement aux questions du recruteur. Et ça fait aussi partie des étapes. Et c'est aussi pour ça qu'il est important vraiment de se poser les bonnes questions à soi-même. C'est de pouvoir répondre aux questions du recruteur aussi. Et aussi poser les bonnes questions au recruteur. Et dans les... Poser les bonnes questions du recruteur et répondre aux questions du recruteur de façon plus aisée, puisqu'on se sera déjà posé la question. En tout cas, on aura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des traits de préférence. En ce qui concerne la carrière, par exemple, pareil, on peut être ouvert, mais il faut quand même être clair. C'est-à-dire que en général, quand on parle de carrière, on pense tout de suite à évoluer, à l'évolution vers du management, par exemple. Et si vous dites, voilà, moi, je souhaite évoluer sur du management, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi vous souhaitez évoluer sur du management? Est-ce que vous voulez transmettre des compétences, transmettre des savoirs? Est-ce que vous voulez plutôt être sur de la partie technique, donc devenir un peu un expert du métier et encadrer de cette façon-là? Est-ce que vous voulez travailler sur des projets? Donc, c'est important de savoir finalement sur quoi vous voulez aller. Parce que le management, pareil, c'est quand même quelque chose de très large. Donc, il faut vraiment que vous puissiez un petit peu resserrer cet étau-là en vous disant finalement qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui me plaît moins aussi, Bien sûr, de se dire, OK, moi, je ne suis peut-être pas forcément fixée sur quelque chose de bien certain en ce qui concerne ce qui me plaît. En revanche, voilà, cette partie-là, ça ne me plaît pas. Moi, les projets aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de travailler dessus. Ça permet aussi pour des postes qui ont justement cette possibilité d'aller sur de l'évolution, de se dire aujourd'hui, voilà comment je me sens et vers quoi je tends. Maintenant, potentiellement, je peux aller sur d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, ça me plairait de travailler sur des projets. Après, ça peut commencer avec un poste qui n'a pas forcément une grosse envergure de projet, mais à terme, on va sur des postes qui vont avoir, pourquoi pas, plus de pourcentage de projets. Donc, c'est important de se connaître pour ça et pour y répondre.
Et si on vous pose une question, parce que ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas forcément d'idée sur sa carrière et sur ce qu'on veut. Ça peut arriver, il n'y a rien de grave. Maintenant, il vaut mieux répondre, voilà, aujourd'hui, je veux plutôt faire mes preuves sur mon poste et je verrai par la suite. Il vaut mieux répondre ça plutôt que de répondre, j'en sais rien. Donc, utilisez cette... Parce que quelqu'un qui ne sait pas, ce n'est pas forcément rassurant pour le recruteur que vous avez en face de vous. Alors que quelqu'un qui dit, moi aujourd'hui d'abord, je veux faire mes preuves et ensuite on verra. Voilà, déjà on se dit, bon, il y a cette volonté déjà de faire ses preuves sur son poste et c'est déjà très bien. Mais répondre, je ne sais pas, c'est pas forcément rassurant. Alors là, vous allez me dire, moi, c'est peut-être qu'une question de communication, mais c'est aussi très important lors d'un entretien, justement, de savoir peser ses mots. Donc, c'est pour ça que plus on s'y prépare à ces questions-là, plus on a répondu à ces questions-là de façon personnelle, et plus c'est simple, et moins on peut se sentir un peu pris au dépourvu par une question d'un recruteur. Donc, ça, c'est important de pouvoir bien les préparer. Et sur l'environnement, par exemple, voilà, quel environnement vous plairait le plus? Concrètement, c'est de se demander, à nouveau, dans quel environnement ça s'est bien passé pour moi et pourquoi? Pourquoi j'ai moins bien passé et pourquoi exactement? Est-ce que je préfère des environnements plus structurés? Est-ce que je préfère des environnements disruptifs, dynamiques, cadrés? Et pourquoi? Est-ce que ça me rassure? Par exemple, un environnement cadré, est-ce que ça me rassure? Un environnement dynamique, c'est parce que je me sens beaucoup plus épanouie. Enfin, voilà, c'est vraiment de répondre à ces questions de façon précise et de façon claire, parce que, comme le disait tout à l'heure Julie, alors effectivement, ça va vous permettre effectivement de répondre aux questions du recruteur, mais aussi de poser des questions qui seront pertinentes. C'est de poser la bonne question au bon interlocuteur. Parce que ce que vous disiez, Julie, aussi tout à l'heure, c'est finalement, vous allez avoir un panel de questions qui sera assez important, mais en général, on ne passe pas qu'un seul entretien, on en passe plusieurs. Donc, pourquoi pas ces questions et finalement, vous le faites une fois pour toutes. Vous, ensuite, ça vous permet de venir les poser aux bonnes personnes que vous avez en face de vous. Je ne sais plus exactement qui disait tout à l'heure, au début, on rencontre la RH et puis ensuite le manager et puis ensuite, pourquoi pas le DG. Eh bien, il y a très certainement des questions que vous poserez peut-être un peu plus à la RH, d'autres à votre manager et d'autres au DG. Donc, vous pouvez avoir un peu ce listing de questions qui va vous permettre, vous aussi, d'adapter et de poser ces questions-là à la personne, en tout cas, qui vous semble poser la bonne question pertinente à l'interlocuteur qui est pertinent finalement. Donc, posez-vous toutes ces questions-là, ça va vraiment vous aider pour la suite et pour les entretiens que vous aurez. Eh bien, exactement. C'est toujours pareil. Comme le dit Amandine, il faut préparer ce que vous attendez et préparer aussi des questions qui en découlent. Ouais. Si on prend l'exemple, par exemple, du N+1, vous avez besoin d'un N+1 participatif. Eh bien, c'est des très bonnes questions à poser quand vous allez rencontrer la RH ou même l'opérationnel. Quel type de management aujourd'hui il y a dans le groupe? Ou alors dans l'équipe, comment sont menés les projets? Est-ce que c'est plutôt chacun dans son coin? Est-ce qu'on est vraiment en mode agile et collaboratif? Ça va vous permettre de poser des questions, mais dont la réponse va vous intéresser. Parce que si vous aimez le mode collaboratif et que votre interlocuteur vous dit non, chez nous, tout le monde travaille dans son coin, on ne perd pas de temps en équipe, je ne veux pas qu'on passe du temps en réunion, etc. Bon, si vous avez deux propositions de poste avec un groupe où c'est un peu plus participatif, l'autre moins, ça va peut-être faire la différence. C'est toujours pareil, se poser les bonnes questions, déjà à soi, et ensuite poser les bonnes questions au client. Justement, l'idée, c'est que maintenant, on va vraiment aller sur les questions sur le poste. Et il ne s'agit pas de poser des questions pour poser des questions, mais c'est des questions sur le poste pour voir si le poste vous plaît, vous intéresse et vous correspond, en fait. Donc, c'est un peu la fameuse question, vous savez, quand le recruteur vous parle du poste et qu'il vous demande si vous avez des questions. Bon, moi, j'ai tendance à vous dire de ne pas attendre qu'il vous demande si vous avez des questions pour en poser. Mais en tout cas, parfois, ça vient automatiquement. Donc, c'est les questions sur le poste. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel à la fois pour vous mettre en avant, bien sûr, mais c'est essentiel pour vous, et bien pour bien appréhender le poste, bien vous projeter et être sûr que c'est le poste qui vous correspond. Ça évite en tout cas les frustrations et les déceptions. Ou au moins, s'il y a des choses qui vous conviennent moins, vous le savez tout de suite. C'est vrai qu'il n'y a jamais un poste idéal. Enfin, on a tous des choses qu'on préfère et qu'on aime moins. Bon, c'est la vie. L'intérêt, c'est qu'il y a un peu plus de choses positives que négatives. Ça, c'est quand même mieux. Mais quand on va quelque part et qu'on a déjà conscience de ce qui va nous plaire et qu'on a des doutes sur ce qui va moins nous plaire, on est quand même moins surpris. Que parfois, quand on arrive sur des postes, en tout cas, moi, j'ai vu des candidats qui parfois tombaient de haut parce que peut-être on n'avait pas assez creusé. Donc voilà, là, on va parler vraiment des questions qui sont à poser plutôt sur le poste. Ouais. Et avant ça, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui avaient été posées.
On a Sarah qui nous demande, déjà, merci pour ce riche échange, donc avec plaisir. Hein. La question est, quelles sont les questions que des candidats vous ont posées, que vous avez trouvées intéressantes, de sorte que vous avez dit, tiens, je retiens ce candidat ou je le recommande. Moi, je dirais que toutes les questions qui sortent un peu du lot, finalement, et c'est ce que disait Julie tout à l'heure, moi, quand je vois que quelqu'un est vraiment allé chercher des informations sur l'entreprise, donc par exemple, quand elle revient sur nos convictions, en disant, voilà, je vois, j'ai eu une question, une fois, c'était sur l'innovation, vous parlez justement des moyens que vous mettez innovants, qu'est-ce que vous utilisez comme moyens innovants, finalement, pour mettre à disposition de vos consultants. Donc ça, je me dis, bon, la personne est allée chercher un petit peu plus loin. Vous parlez d'audace. Qu'est-ce que vous entendez par audace? Cette personne-là, elle était allée beaucoup sur les convictions. Et aussi, et donc du coup, j'avais continué le process avec cette personne-là, mais aussi les questions qui nous impliquent. Et selon vous, et vous, quand vous êtes arrivé, eh bien, c'était quoi pour vous, c'est quoi finalement ce qui est le plus compliqué quand on arrive en tant que consultant? Combien de temps à peu près on met à s'adapter? En fait, dès qu'on nous pose des questions qui nous permettent de nous impliquer et surtout de me rendre compte que la personne, elle va un petit peu plus loin que finalement la fiche de poste, ce genre de choses, moi, j'avoue que ça m'impacte de façon plutôt positive. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Julie. Oui, tu as raison. Tu as raison. Et effectivement, je n'avais pas vu, on avait quelques questions. Donc, c'est vrai qu'on peut y répondre avant de passer aux questions sur le poste. Alors, il y a certaines questions, on va y répondre. On va y répondre. Je vois Patrick, effectivement, demande si on peut demander à qui on reporte directement. Évidemment, j'ai envie de dire, vous devez même la poser, cette question. Enfin, si ça dérange votre interlocuteur de vous dire à qui vous allez être attaché, ce n'est pas bon signe. Donc, et évidemment que si vous managez, il faut demander le nombre de personnes qu'il y a sous l'équipe, qui est sous votre responsabilité, et même d'aller plus loin, en demandant bien l'ancienneté de l'équipe, le turnover, les problématiques, etc. Et c'est vrai que Virginie me demandait aussi, je n'avais pas vu, excusez-moi Virginie, si on ne veut pas évoluer en termes de poste, peut-on le dire? Eh bien, effectivement, enfin, on peut… tout à l'heure, Amandine disait… si vous ne savez pas, il faut pas. C'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Effectivement, un candidat qui dit je ne sais pas ce que je veux faire, c'est jamais vraiment rassurant. Bon, il faut faire quelqu'un qui sait ce qu'il veut quand même. Bon. Donc, si aujourd'hui vous ne souhaitez pas évoluer, vous pouvez dire moi aujourd'hui le poste tel que je l'occupe me plaît beaucoup. Je tiens à rester sur ce poste-là. Peut-être sur le plus long terme, très long terme, on verra, mais aujourd'hui je veux rester sur ce poste-là. J'ai pas de souhait particulier. Je pense, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Amandine, mais ça on peut le dire. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. C'est juste on ne dit pas « je ne sais pas ». Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas. Plus tard, je ne sais pas. Bon, ça, les recruteurs, en général, ils n'aiment pas trop parce que en fait, ça ne rassure pas. C'est vrai que ça ne rassure pas vraiment, mais bien sûr, si on ne veut pas évoluer, voilà, au moins on sait ce qu'on veut et on le dit, il n'y a aucun mal. C'est vraiment pas un sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur les questions sur le poste parce que c'est important et que c'est des questions qui sont essentielles. Et après, on répondra aussi aux dernières questions. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais rassurez-vous, on vous donnera notre mail, notre LinkedIn, et vous pourrez tout à fait nous poser des questions si vous en avez. On sera ravis d'y répondre. Donc, les questions sur le poste, je vais te redonner la main, Amandine. Merci. Alors oui, les questions, il y a des questions, en fait, on va un peu les dispatcher en deux parties. Il y a ce qu'on va appeler les incontournables. Et finalement, pourquoi on les appelle les incontournables? C'est parce qu'il faut poser au moins une question sur un ou deux aspects que vous voyez sur ce slide-là. Donc, le poste, la suite du process, l'évolution et la fourchette de salaire. Parce qu'en fait, être candidat, ce n'est pas un métier. Donc, finalement, rappelez-vous aussi que vous allez avoir des personnes en face de vous lors des entretiens dont ce n'est pas aussi le métier forcément d'être recruteur. Je pense notamment aux opérationnels. En tout cas, ça fait peut-être partie de la tâche, bien évidemment, de vous rencontrer parce que vous allez être en lien avec eux au quotidien. Maintenant, ce n'est pas leur métier. Donc, rappelez-vous qu'il y a des questions que vous devriez poser. Elles font partie de ce qu'on appelle, nous, les incontournables. Et c'est un conseil qu'on vous donne parce que c'est aussi ce qui va vous permettre, justement, comme le disait tout à l'heure Julie, de faire aussi la différence. Et on va venir notamment sur des questions que vous avez posées. Donc un petit peu de patience, on va venir dessus. Donc, par exemple, le poste. Donc, normalement, tout ce qui concerne la fiche de poste, les tâches, soit elles ont été vues durant, je ne sais pas, pourquoi pas la préqualification téléphonique ou durant les premiers entretiens. On sait tout à l'heure la question de Patrick, il me semble,
justement sur le rattachement, à qui vous devez en rapporter, ce genre de choses. Ça, normalement, vous les avez vus dans les premiers entretiens. Maintenant, si ça n'a pas été vu, bien évidemment, poser la question dessus, ça c'est très bien et c'est très important puisque c'est ce qui va faire votre quotidien. Maintenant, il peut être aussi intéressant d'aller poser des questions plus sur la proportionnalité. Alors, par exemple, je vais prendre un poste de manager qui comporterait à la fois de la production et aussi du management. C'est de dire voilà, quels sont les volumes attendus dans la production, quel est le pourcentage finalement de place qu'on laisse au management. Donc, c'est d'aller un peu voir si on est sur du 30-70 ou si on est sur du 50-50. Et à nouveau, est-ce que vous, c'est ce que vous attendez? Est-ce que vous, en tant que manager, vous voulez avoir 70% de prod et 30% de management? Donc, à vous de voir aussi, ça peut correspondre à vos attentes. Pour un poste, je vais reprendre les exemples un peu, mais un poste de RH, voilà, par exemple, avec de la formation et du recrutement. Voilà, à quel pourcent? Est-ce qu'on est vraiment sur du 50-50? Est-ce qu'au contraire, je suis beaucoup plus sur du recrutement et un petit peu sur de la formation? Alors, tout ça, ça viendra bien évidemment avec aussi les missions du poste, bien sûr, mais voilà, de voir aujourd'hui, en tout cas, quels sont les attendus en termes de proportionnalité et voir si ça peut me correspondre. Pour le poste de commercial, de la même manière, est-ce que c'est un poste de commercial avec beaucoup de conquêtes, beaucoup de prospection, ou au contraire beaucoup d'élevage, de fidélisation? Est-ce que, si j'ai une préférence pour le B2B et qu'on fait du B2B et du B2C, est-ce que c'est B2B 80% et B2C 20%? Est-ce que du coup, ça peut me correspondre? Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être que des préférences, hein, les réponses à vos questions. Donc, un poste qui, pourquoi pas, j'ai une préférence sur le B2B qui représente 80%, je me dis, oui, carrément, ça peut me plaire. Donc voilà, cette question sur la proportionnalité, ça peut aussi vous permettre, vous, de vous dire, bon, j'ai envie de continuer parce que ça correspond à ce dont j'ai envie. Et c'est pas mal aussi d'aller sur les plus, les moins, les difficultés. Par exemple, il y a une question que je trouve bien, c'est quelles sont, à votre avis, les difficultés rencontrées à la prise de poste sur le poste sur lequel vous postulez? Déjà parce que ça implique la personne que vous avez en face de vous. Et finalement, peu importe si vous rencontrez la RH, le DG ou le manager, c'est vrai que là, c'est pas mal, c'est intéressant de la poser au manager, mais je veux dire, peu importe. Et puis, ça prouve aussi que si par exemple, vous êtes allé sur son profil LinkedIn et que vous voyez que la personne est là depuis 7 ans et que pourquoi pas, elle a monté les échelons, vous voyez qu'elle a fait plusieurs postes au sein de la société, c'est de lui dire, du coup, vous de la même manière, quand vous avez eu ce poste, puisque j'ai vu sur votre profil que ça fait 7 ans que vous êtes chez telle société et que vous avez commencé par ce poste-là, alors vous, d'après, quels étaient les plus, quels étaient les moins, quelles difficultés avez-vous rencontrées sur ce poste? Alors ça, clairement, ça implique totalement la personne que vous avez en face de vous, donc vous l'impactez de façon positive, et en plus de ça, ça l'implique. Et ça va prouver que vous avez fait ce travail aussi de préparation de votre entretien et que vous êtes intéressé à la personne que vous allez rencontrer et que vous avez fait le lien avec le poste sur lequel vous postulez. Donc, clairement, ça pourra que faire la différence lorsque vous rencontrez la personne. Puis, voilà, vous pouvez aller sur quels sont les atouts de l'équipe ou quelles sont les difficultés rencontrées par l'équipe. Vous pouvez vraiment aller sur tous les aspects qui vous semblent, vous, intéressants. Et comme on le dit depuis le début de ce webinaire, c'est de poser les questions où les réponses vous intéressent. Là, on vous donne des exemples de questions, bien entendu. C'est d'aller sur la question dont la réponse vous intéresse. Hein. On vous fait un panel pour que vous puissiez, pourquoi pas, aller piocher des questions. Pour tout ce qui concerne la suite du process, alors, parce qu'en fait, le recruteur peut vous dire, voilà, nous, on rencontre plusieurs candidats. Alors, prenez justement cette opportunité et s'il vous dit, voilà, on a rencontré plusieurs candidats, c'est de se dire, bon, là, le recruteur, il me tend la main, je vais en profiter. Combien de candidats avez-vous reçus ou comptez-vous recevoir? Qu'est-ce qui fera la différence entre ces candidats? C'est important parce qu'un candidat qui pose ce genre de questions, c'est à nouveau quelqu'un qui s'intéresse et qui prouve sa motivation à continuer sur la suite du process. Comme le disait Julie, ça ne sert à rien de dire je suis hyper motivée à vous rejoindre. Enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est-à-dire que c'est moins impactant une personne qui me dit je suis hyper motivée à rejoindre le groupe. En revanche, une personne qui se renseigne sur la suite du process et qui se demande ce qui fera la différence, en tout cas, ça me prouve qu'elle est motivée et qu'elle a envie de continuer le process avec moi. Et puis, de façon assez générale, si un recruteur il est très clair sur la suite du process, c'est plutôt bon signe. On se le dise, si vous dites très clairement quelles sont les prochaines étapes, de façon générale, c'est bon signe pour la candidature. Et comme
finalement, ça montre vraiment l'intérêt que vous avez et ça vous montre aussi les attentes du recruteur sur vous. Donc, c'est important de poser cette question-là. Comme je vous le disais, ça peut vraiment faire partie des questions du panel que vous choisirez. Et puis, voilà, ça permet de connaître ce qui va venir après. Pour tout ce qui concerne l'évolution, il y a une question qui vraiment, en tout cas, on vous conseille de ne pas la poser, c'est la fameuse question, quelles sont les possibilités d'évolution? Alors pourquoi on vous la déconseille? C'est parce que finalement, tout le monde la pose. Ce n'est pas vraiment une question qui est différenciante. Et surtout parce que la réponse, elle peut se montrer difficile. Alors pourquoi? Simplement parce que ça dépend clairement des compétences, mais aussi ça peut dépendre de la structure, de ce qu'on entend par évolution transversale, est-ce qu'on en parle d'une évolution verticale, de l'horizontale, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, elle n'est pas forcément différenciante. Maintenant, d'aller sur quel type de poste ont évolué les anciens collaborateurs. Donc là, en plus, on rentre sur du concret. Et finalement, vous pourrez ensuite, bien évidemment, rebondir sur la question, sur la réponse que vous donnera votre interlocuteur. Ah il a évolué sur tel poste. Très bien, comment il a fait pour aller justement sur ce nouveau poste? Est-ce qu'il a suivi telle formation? Quelles ont été les compétences qui lui ont permis de monter sur ce poste? Donc voilà, il faut rebondir. Il ne faut pas que ça devienne un interrogatoire non plus. Mais en tout cas, le fait de rebondir, ça prouve, encore une fois, ça prouve votre intérêt, ça prouve votre motivation en posant les bonnes questions et des questions qui sont pertinentes. C'est aussi de pouvoir poser la question, comment gérer la mobilité en interne? De la même manière, ça prouve votre intérêt de savoir si effectivement la mobilité interne, c'est quelque chose qui se fait au sein de la structure pour laquelle vous postulez. Et de la même manière, c'est de savoir comment finalement ça se met en place. Et puis, à nouveau, impliquer la personne, impliquer l'interlocuteur que vous avez parce que ça vous permet aussi, pourquoi pas, de rebondir sur les informations que vous avez eues sur LinkedIn. Comme je disais tout à l'heure, et vous-même, par exemple, comment s'est passée votre évolution? Comment vous êtes passé de tel poste à tel poste? À nouveau, est-ce que vous avez suivi des formations? Quelles sont les compétences que vous avez dû mettre en place justement pour monter sur ce type de poste? Est-ce que c'était une belle opportunité? C'était déjà quelque chose que vous aviez en tête? Vraiment, ensuite, c'est d'aller rebondir sur ces informations-là, parce que c'est ça qui est important, c'est que ça ne devienne pas non plus un interrogatoire. Et tout à l'heure, la question était posée justement sur la fourchette de salaire. Alors, clairement, il ne faut pas avoir peur de poser cette question parce que déjà, ce n'est pas une question qui est forcément tabou. Il y a même des fois où c'est déjà quelque chose qui a été évoqué par téléphone. Et je pense notamment aussi pour les personnes qui posent des questions sur les cabinets de recrutement. Donc, il ne faut pas vraiment faut pas avoir peur de poser la question. Maintenant, il ne faut pas que ce soit votre toute première question si jamais c'est quelque chose qui n'a jamais été abordé. Parce que ça peut des fois, le recruteur peut avoir du coup une mauvaise impression sur cette question, tout comme la question finalement des avantages. C'est vrai que si la toute première question, c'est quels sont les avantages, clairement, le recruteur, il ne sera peut-être pas aussi enclin à vouloir recruter une personne qui n'est intéressée que par les tickets restaurants, qu'on se le dise. Donc vraiment, cette question n'est pas une question taboue. Maintenant, si vous n'êtes pas très à l'aise en posant la question comme elle est, vous pouvez dire quelle est la fourchette de salaire, puisque très clairement, je pense que tous les recruteurs ont au moins une fourchette de salaire à vous donner. Donc, si vous n'êtes pas assez à l'aise pour aller sur la question du salaire de façon globale, vous pouvez aller sur cette question sur la fourchette de salaire. Voilà. Et je vais laisser la main à Julie. Alors, est-ce que déjà vous me voyez? Oui, bon, je pense, parce que tout à l'heure, on m'a dit qu'on ne me voyait plus. Alors, on m'entend. Bon, c'est déjà ça. Alors, juste avant de poursuivre, je voulais répondre à 2 questions. Donc, il y a Claire qui me demandait, en cas de recrutement pour remplacer une personne qui évolue dans le cadre d'une mobilité interne, peut-on demander à échanger avec elle? Alors, bon, effectivement, déjà, c'est toujours intéressant de savoir sur quoi évoluer la personne. Ça peut montrer sur quel type d'évolution peut arriver. Maintenant, est-ce qu'on peut demander à échanger avec la personne qui évolue? Moi, j'ai envie de dire 2 choses. J'ai envie de vous répondre, et Amandine, tu me diras. J'ai envie de vous dire que déjà, tout dépend de ce que vous avez envie de lui demander. Enfin, il faut que vous soyez clair. Il faut que c'est un intérêt, en fait. Quel est l'intérêt d'échanger avec la personne? Si c'est pour parler effectivement du poste, des plus, des moins, des difficultés, bon, pourquoi pas, mais il faut être clair. Et je dirais, en tout cas, c'est mon avis à chaud, je dirais qu'en tout cas, j'attendrai quand même d'être sur la fin du process pour le proposer et d'être quasiment d'ailleurs sous proposition, qu'on m'ait fait une proposition de poste et de dire, voilà, le poste m'intéresse, etc. Maintenant, pour
pour acter ma décision. J'aimerais échanger avec la personne qui était sur le poste avant. Voilà. J'attendrai pas la fin du process, mais il faut qu'il y ait un vrai intérêt. Voilà. Il faut qu'il y ait un intérêt, ou que vous ayez un doute ou quelque chose, besoin d'être rassuré. Sinon, non, quoi. Mais Amandine, je ne sais pas si tu es d'accord. D'accord avec toi. Voilà. Pardon. Alors, Najib aussi demandait si le poste nécessite une relocalisation familiale. Est-ce qu'on peut poser une question sur la prise en charge? Évidemment. Là, ce n'est pas un avantage du type CE, ticket restaurant. Non. Là c'est évidemment, quand il y a un poste qui nécessite de déménager, etc., ça, évidemment, on en parle. Et d'ailleurs, les avantages, on peut en parler, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, on a vu avec Amandine les incontournables. Donc, l'idée, c'est que vous ayez au moins une ou deux questions qui portent soit sur la proportionnalité du poste, sur les difficultés, ou alors sur le process, ou sur l'évolution, etc. C'est quand même important qu'il y ait au moins une de ces questions-là, parce que c'est un peu les questions incontournables, comme on l'a mis. Maintenant, vraiment, pour se différencier aussi, on peut aller plus loin, notamment aussi si on a déjà posé les questions incontournables. Il y a trois types de questions aussi qu'on vous recommande. D'abord, la réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on pose des questions sur le poste, la proportionnalité, c'est très intéressant. Enfin, vraiment, déjà, ça fait la différence. Maintenant, très peu de candidats posent la question liée à la réussite. Qu'est-ce qui fera la réussite sur le poste? Qu'est-ce qui a fait que dans l'équipe, les derniers recrutements, les meilleurs de l'équipe, qu'est-ce qui a fait leur réussite? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient bien organisés, parce qu'ils savaient gérer la pression, parce qu'ils étaient pointilleux? Et sur tous les métiers, on a des réussites et des moins bonnes réussites. Hein. Enfin, qu'on soit commercial, qu'on soit en comptable, qu'on soit en RH, qu'on soit ingénieur, qu'on soit assistant. Il y a toujours il y a toujours des gens qui sont plus en réussite. La question de la réussite, elle est vraiment intéressante. Pourquoi? De demander à l'opérationnel, votre futur peut-être N+1, qu'est-ce qui fera la réussite sur le poste selon vous? Déjà, vous lui demandez son avis. C'est rare en entretien. Donc déjà, ça va lui plaire. Et puis, il va vous dire, oui, alors effectivement, c'est un poste où il y a plus d'administratifs, etc. Maintenant, ce qui fait la réussite, on le voit, c'est vraiment quelqu'un qui est très pointilleux. Parce que, voilà, on est dans un secteur, c'est très, voilà. Ou quelqu'un d'autre va vous dire, ce qui fait la réussite, c'est vraiment quelqu'un qui sait prendre du recul et qui sait gérer la pression. Ça vous donnera des indices supplémentaires sur le poste. Parce qu'on sait très bien que quand on est assistant, contact fournisseur, commercial, enfin, je ne vais pas citer tous les métiers, mais qu'on le fasse d'une entreprise à l'autre, des fois, ça n'a rien à voir. Vous avez déjà, je pense, dans votre carrière, eu des postes un peu similaires, mais d'une structure à l'autre, ça n'a rien à voir. Donc, ces questions-là, elles vont aussi vous donner des infos sur comment se déroule le métier chez eux, en fait. Et vous dire peut-être, la difficulté, c'est qu'il y a énormément de volume et qu'on a des délais très serrés. Ah, ça, je n'avais pas compris. Donc, la réussite, c'est quelqu'un qui sait s'organiser pour gérer le volume dans un temps très court. OK. Et en plus de ça, vous vous projetez sur une réussite. Donc, le recruteur en face de vous, il va se dire, ce candidat, il pense déjà à la réussite. Il se met en réussite. Donc, voilà. Donc, oui, je précise, c'est mieux de poser des questions sur les réussites que sur les échecs. On ne demande pas ce qui a raté, on préfère demander ce qui a réussi. Voilà. Ou alors aussi, parce que ça, finalement, ça dépend. Tout le monde ne la pose pas toujours, mais quand vous rencontrez le futur N+1 et que vous échangez, aussi demandez-lui, vous. Et vous, vous attendez de moi si demain vous me recrutez? Enfin, qu'est-ce que vous attendez? Pas forcément d'un point de vue savoir-faire, mais savoir-être. Qu'est-ce qui fait que ça va bien fonctionner? Demandez-lui, posez-lui la question. Et là, vraiment, vous vous démarquerez. Ensuite, l'ambiance. Pourquoi on a parlé de l'ambiance? Parce qu'en général, l'ambiance, ça intéresse tout le monde. Enfin, moi, j'ai rarement rencontré des candidats qui me disaient j'aime bien travailler dans des ambiances délétères où personne ne s'entend et c'est la guerre. Non, bon, c'est rare. D'accord, on a tous envie. Alors, l'ambiance est subjective. Enfin, moi, je peux trouver que l'ambiance est sympa et Amandine, non. Bon. Mais on a quand même tous envie de se sentir quand même un peu bien au travail, enfin, je pense. Maintenant, de poser la question quelle est l'ambiance, ce n'est pas une bonne question. C'est comme la question de l'évolution, quelle est l'évolution? Pourquoi ce n'est pas une bonne question quelle est l'ambiance? Parce que déjà, c'est difficile de mettre un mot sur une ambiance et que c'est trop vague. Par contre, de dire à votre interlocuteur, voilà, j'ai vu sur LinkedIn que vous êtes dans le groupe depuis 2 ans, 1 an, 6 ans, peu importe. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans le groupe? Ça, c'est intéressant.
Parce que déjà, une ambiance, c'est subjectif. Vous allez avoir l'avis du N+1 ou du N+2. C'est pas grave, ce sera peut-être pas votre ressenti, mais ça va vous donner des infos. Ça va vous donner des infos sur lui déjà, ce qu'il aime, ou elle d'ailleurs, et puis sur l'ambiance, quoi. Et puis, vous allez lui demander son avis. Vous, qu'est-ce qui vous plaît? C'est rare que les candidats demandent l'avis ou engagent l'interlocuteur. Pareil, si vous avez un entretien dans un secteur d'activité qui est très concurrentiel, je ne sais pas, je pense à la banque, ou alors dans le retail, vous avez rendez-vous chez Promode, et ben bon, ils ont des tas de concurrents, Camaïeu, etc. Enfin bref, Zara, enfin bon, je ne vais pas citer tous les magasins. Quand vous avez rendez-vous dans des secteurs qui sont concurrentiels, c'est intéressant aussi de demander à l'interlocuteur, vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Vous voyez, nous, en tant que cabinet de recrutement, il y a plein de cabinets de recrutement sur la place. Eh bien, un candidat qui me dit, qu'est-ce qui vous différencie des autres cabinets? Je trouve ça intéressant. Et ça va en plus, vous, en tant que candidat, vous donner des infos aussi intéressantes sur l'ambiance, sur les valeurs, le quotidien. Et puis, ou le petit plus, c'est la même chose. Et puis, on parlait tout à l'heure du management. Eh bien, si vous rencontrez quelqu'un d'équipe, parce que ça arrive parfois quand on vous présente quelqu'un d'équipe, demandez-lui ce qui lui plaît, lui aussi, dans l'équipe. Si vous rencontrez le N+2, dites-lui aussi, c'est quoi aujourd'hui la force de l'équipe que je vais manager? Demandez l'avis à la personne qui vous rencontre. Enfin, on voulait quand même faire une petite aparté parce que peut-être que certains d'entre vous sont des commerciaux, vendeurs, ingénieurs d'affaires, chargés d'affaires, que sais-je. Pour vous, les commerciaux, il est indispensable de poser des questions sur le variable. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est-à-dire que, et plutôt que de demander quel est le variable, parce que ça veut tout dire et rien dire, demandez plutôt comment il se décompose, comment ça se structure, c'est au mois, c'est au trimestre, comment il est calculé, etc. Et surtout, et ça c'est quand même assez rare qu'on le demande alors que c'est essentiel, demandez aussi combien facturent les meilleurs. Parce qu'on peut vous dire que vous pouvez toucher jusqu'à, par exemple, je vais dire n'importe quoi. On peut vous dire que vous pouvez toucher jusqu'à 5 10 000 euros de prime. Bon, ok. Et vous vous demandez combien touchent les meilleurs chez vous. Et là, le recruteur vous dit, il touche 1000, 1200. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, personne touche les 5 10 000, par exemple. Non, mais c'est une info intéressante. Donc, les commerciaux, vous devez vraiment poser des questions sur le variable. Alors déjà, parce que vous êtes commercial, donc ça rassure. Et puis, même vous, ça va être intéressant. Enfin, la rémunération, c'est un aspect qui est essentiel. Donc, c'est important, quand on a du variable, de comprendre comment il se décompose et comment je peux le toucher, etc. Donc, voilà pour les questions. Alors, on le répète avec Amandine, il ne faut pas poser des questions, il ne faut pas poser toutes les questions, mais préparez-les. La prochaine fois que vous allez en entretien, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous prépariez, je ne le verrai pas, mais je vous fais confiance, sur l'entreprise, questions sur le poste, que vous les ayez préparées. Et au fur et à mesure de l'échange, posez celle qui vous semble la plus pertinente. En tout cas, ce qu'on a oublié de vous dire en début de webinaire avec Amandine, c'est que c'est la première fois qu'on faisait ce type de webinaire à l'extérieur. C'est notre première fois, en fait. Donc, on va vous faire un petit mail pour aussi avoir votre retour sur ce webinaire, sur ce qui vous a plu, sur ce qui vous a moins plu. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va revenir sur peut-être les dernières questions à l'écrit. Mais évidemment, l'idée, c'est qu'on puisse essayer de répondre à tout le monde, mais on sait que le temps est imparti. Et en tout cas, pour celles et ceux qui vont passer des entretiens et qui vont voir une différence avec les questions, nous, en tout cas, on s'est très intéressés pour avoir votre retour d'expérience. Ça permet aussi d'ajuster. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. Sur la fourchette de salaire, on entend régulièrement, cela dépendra du profil du candidat. Et ça crée une forme de tabou. Charlotte, vous avez raison. Il y a effectivement, parfois on peut répondre cela, les recruteurs peuvent répondre ça. Mais en général, c'est la réponse qu'ils font au tout début du process. Peut-être quand vous les avez eu au téléphone, mais vous ne les avez pas rencontrés. Là, nous, aujourd'hui, on parle du moment où vous êtes en entretien. Et quand vous êtes en entretien, c'est que vous intéressez quand même le recruteur. Et tous les recruteurs ont des fourchettes de salaire. Bien sûr que ça dépend du profil du candidat, mais il y a une fourchette. Ça peut être entre 25 et 30 000 euros, 35 000 euros, 40, 60 000 euros. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les fourchettes, mais tous les recruteurs ont des fourchettes. Donc, bien sûr que ça dépend du profil du candidat, mais il y a une fourchette. Et quand vous êtes en entretien, c'est légitime de la demander. Bon, après, s'il ne veut pas vous la donner, tant pis. Bon, vous aurez essayé. Je ne comprends pas pourquoi on ne la donne pas, mais au moins, vous l'aurez demandé. Mais ce n'est pas un tabou. Vous êtes candidat, on travaille pour une rémunération, vous avez le droit de demander la fourchette. Ça ne sert à rien de passer 6 entretiens si le poste il a 30 000 euros et que vos prétentions elles sont à 60.
Enfin, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Amandine. Mais... Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, donc voilà. Eh bien, bon, bah, nous, on a fini en tout cas le webinaire. On avait promis 1 heure. Bon, on a tenu 1h09. Bon, ça va. Donc, vous avez là effectivement nos mails. De toute façon, on va vous renvoyer un mail avec nos coordonnées pour que vous puissiez revenir vers vous. Vous pouvez aussi nous demander en contact sur LinkedIn. Hein, il n'y aura pas de problème. En tout cas, on va vous faire un mail. Donc, vous aurez nos coordonnées, ne vous inquiétez pas. Et vraiment, n'hésitez pas à revenir vers vous pour nous faire part de votre retour, ce qui vous a plu, moins plu. Vos questions, voilà, on sera ravis de pouvoir y répondre. On va multiplier en tout cas ce type de webinar. Parfois aussi, on fera d'autres thèmes avec, on essaiera aussi des groupes peut-être plus petits pour qu'il y ait plus d'échanges. Mais voilà, on teste des choses et l'objectif, c'est de vous aider en tout cas au mieux. Voilà, donc Amandine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Juste merci à tous pour votre présence, pour vos questions. Et puis voilà, n'hésitez pas, au besoin, on reste à votre disposition. On sait qu'on n'a pas pu répondre à toutes, mais n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail, ce sera avec plaisir. Et puis, on va vous faire un petit mail avec nos coordonnées. En tout cas, on était ravis de partager ce webinaire avec vous. On vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, une très bonne après-midi, parce qu'il est midi, voilà. Et puis, écoutez, en tout cas, on vous dit à bientôt, peut-être pour d'autres webinaires ou d'autres échanges en tout cas. Exactement. Bonne journée, bon après-midi. Merci à tous, au revoir.